Bonjour et bienvenue à cette journée. Donc, cette journée sur ou contre la justice. On a eu envie de faire cette journée à un moment donné où toute forme de contestation est réprimée à la fois par la justice et par la police. Et à un moment où on sort de 2 ans d'état d'urgence qui aboutit à un état d'urgence permanent avec donc un pouvoir exécutif extrêmement renforcé qui ne supporte aucune critique. On pourrait donner de nombreux exemples, on ne va pas en donner beaucoup, mais peut-être Bure. Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné à 3 mois de prison ferme 2 opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis hier, on vient d'apprendre que Muriel Pénicaud a autorisé le licenciement d'un camarade de Sud-Post, Gaël Quirante, en dépit de l'avis de l'inspecteur du travail qui avait reconnu une discrimination syndicale. On verra ce que dira la justice. Donc derrière cette répression rendue très visible par les médias, enfin plus visible par les médias, il y a aussi la violence de la justice quotidienne. Et c'est cela aussi que nous avons voulu montrer dans cette journée. Donc il y aura 3 temps, 3 actes. Le premier acte ce matin donc, sur la justice d'exception. Puis un second acte en début d'après-midi sur la justice ordinaire et sa violence. Et pour terminer, un 3e acte où on espère que tout cela aura fini par vous convaincre qu'il existe des alternatives pour en finir avec la justice d'État. Voilà, donc avant de présenter les intervenantes, je voudrais juste dire qu'il y a une caisse de soutien qui circule et qui permet de financer cette journée. Donc voilà, elle va circuler. Merci. Donc tout d'abord, Vanessa Codaccioni, historienne et politiste, puis Laurence Plisson, du syndicat de la magistrature, et enfin Ainoya Pasquale, qui est avocate. Et à midi, on parlera avec Kamel Daoudi, qui est assigné à résidence et avec qui on aura une discussion par Skype. Voilà, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de la justice d'exception, en précisant tout de suite que la France a une longue tradition de justice d'exception. Je pense qu'on est un pays champion de l'exception. On pourrait remonter à la monarchie, mais en réalité, dès la Révolution française, en France, on a des lois, des mesures, des dispositifs d'exception. Le seul régime qui n'a pas connu officiellement de mesures d'exception, c'est la Troisième République, mais on peut faire 2 remarques. La première, c'est que c'est la Troisième République qui a mis en place les lois scélérates, donc pour réprimer les menées anarchistes, et donc pour réprimer tout discours de gauche. Et puis il faut regarder aussi ce qu'on faisait dans les colonies, où il y avait évidemment des pratiques arbitraires et d'exception. Donc la France a une longue tradition de justice d'exception qui vise les ennemis intérieurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est la justice d'exception ? C'est un système de répression aggravé qui vise à placer certains justiciables dans un état d'infériorité juridique ou, comme le dirait Michel Foucault, dans un état de moindre droit. C'est-à-dire il s'agit de prendre certains et certaines justiciables et de les traiter plus sévèrement, différemment que les autres. Autrement dit, et je pense que ça c'est important, la justice d'exception elle est toujours discriminatoire. C'est une discrimination. Elle ne vise que certains individus très particuliers au départ. Pendant l'état d'urgence, ce sont les musulmanes et les musulmans, et puis très vite les militants. Et cette discrimination, je pense qu'elle est très importante à noter parce qu'elle comprend la faiblesse des résistances opposées à la répression. C'est le fameux « moi je n'ai rien à me reprocher, donc je ne serai jamais visé ». Ça ne va toucher que les autres. Cette phrase « je n'ai absolument rien à me reprocher, donc il ne m'arrivera jamais rien », elle est absolument vraie et absolument fausse. Absolument vraie, parce que si vous êtes blanc, catholique, que vous n'avez aucun, je ne sais pas, proche musulman ou musulman, etc., vous ne serez jamais visé. Donc c'est vrai. Certains individus sont intouchables. Mais c'est absolument faux, parce qu'on sait qu'on vit dans une société de surveillance généralisée
Et donc, potentiellement, tout le monde peut être victime d'une mesure discriminatoire, d'exception et répressive. Voilà ce que je voulais dire quand même pour rappeler un peu ce caractère discriminant. Si je regarde l'histoire de la justice d'exception, puisque c'est un peu ce qu'on m'a demandé de faire, de retracer un peu la généalogie, on voit qu'en fait, en France, la justice d'exception, elle s'est plutôt incarnée dans des tribunaux d'exception, c'est-à-dire des tribunaux politiques ou des tribunaux militaires qui ont visé à réprimer des ennemis publics ou des ennemis intérieurs. Et ça parcourt l'histoire de France. Révolution française, Vichy, multiplication des tribunaux d'exception pour juger les résistants, Libération, pour juger les collaborateurs, une dizaine de tribunaux d'exception et de tribunaux militaires pendant la guerre d'Algérie, pour réprimer les indépendantistes algériens, mais aussi leur soutien, puisqu'il y a énormément de porteurs de valises qui ont été réprimés à des peines extrêmement lourdes par les tribunaux militaires. Et après, la guerre d'Algérie, il y a un tribunal d'exception sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État, qui a été créé par le général de Gaulle en 1963 et qui a été supprimé par Robert Badinter et François Mitterrand en 1981. Ce tribunal-là, à mon avis, il est très important parce que déjà, pendant 18 ans, il a inculpé 5000 activistes, c'est-à-dire que c'était vraiment le tribunal des ennemis intérieurs sous la Ve République. Et ensuite, il est important parce que les gouvernements français successifs ont puisé dans cet héritage-là pour reconstituer l'antiterrorisme, ou en tout cas pour échafauder un antiterrorisme. En 1963, la Cour de sûreté de l'État, elle est là pour réprimer l'extrême droite. Organisation armée secrète, l'OAS pro-Algérie française. Mais très rapidement, elle se met à réprimer, à juger des militants d'extrême gauche et des indépendantistes. Les manifestants de mai 68, les Mao de la gauche prolétarienne, les NAPAP, les GARI, Action Directe, mais aussi les indépendantistes corses, basques et bretons. Autrement dit, c'est l'exemple type d'une mesure d'exception qui est officiellement mise en place pour juger l'extrême droite et qui se retourne très vite contre l'extrême gauche. Et ça, on a de nombreux exemples dans l'histoire d'une mesure qui se retourne extrêmement vite contre d'autres cibles. Ça a été d'ailleurs le propre de l'état d'urgence, mis en place officiellement pour réprimer les djihadistes et qui, 3 semaines plus tard, permettait l'assignation à résidence des militants de la COP21 et puis plus tard qui a multiplié, on le sait, on y reviendra sans doute, les interdictions de manifester. Cette juridiction d'exception, elle permettait de juger donc plus sévèrement les activistes en les faisant juger par des militaires. Elle permettait aussi les gardes à vue prolongées. Tous les militants, les Mao, Action Directe, le FLNC, étaient en garde à vue pendant 5, 6, 7 jours. Cette juridiction permettait aussi des détentions illimitées, c'est-à-dire on n'était pas obligé de justifier les prolongations de détention provisoire. Je donne un seul exemple, Jean-Marc Rouillant est resté en prison pendant 40 mois sans aucune information sur son affaire, sans aucune notification sur la prolongation de sa détention provisoire. Donc c'était très répressif, mais c'était préféré par les activistes à la cour d'assises ou au tribunal correctionnel, ce qui peut paraître bizarre, mais pourquoi ? C'est qu'en fait, ce tribunal d'exception, en dépit de son caractère très répressif, il reconnaissait le caractère politique des actes qui avaient été commis. En tout cas, en face de lui, il avait des ennemis politiques, et c'était comme ça qu'ils étaient traités. Ils avaient, par exemple, en prison, en régime spécial, ils bénéficiaient d'amnistie politique, etc. Et quand la Cour de sûreté de l'État a été supprimée en 1981, tout ça, ça a été fini. Et donc, ce qui me permet d'arriver sur mon dernier point, pour laisser la parole à mes camarades, pour ne pas être trop rapide, mais la Cour de sûreté de l'État, elle est supprimée en 1981 au nom de 2 valeurs très importantes et oubliées aujourd'hui. La première, c'est l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Et la deuxième, c'est la supériorité du droit commun sur l'exception. Et de 1981 à 1986, on vit dans un régime répressif totalement de droit commun. C'est-à-dire, ce sont les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, la justice ordinaire qui va réprimer les militantes, les activistes et les dits terroristes. Or, à partir de 1986, c'est la première législation antiterroriste. Alors, je ne sais pas à combien de lois antiterroristes on en est aujourd'hui, plus de 20, 25 peut-être. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'à partir de 1986, on ne recrée pas la Cour de sûreté de l'État. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans son dernier discours, Marine Le Pen réclame la recréation de la Cour de sûreté de l'État, ce qui était aussi une revendication de Nicolas Sarkozy. Donc il y a un fil à tirer là
sur les tribunaux d'exception. Quoi qu'il en soit, à partir de 1986, on ne recrée pas la Cour de sûreté de l'État, mais on va recréer, ressortir tout un ensemble de dispositifs que ce tribunal permettait. Les gardes à vue prolongées, les juges spécialisés dans les violences radicales, c'est par exemple le juge Trévedic. On va réinstaurer le principe de la centralisation et la spécialisation judiciaire et policière, tout à Paris par des gens qui ne font que ça. Et on va instaurer un autre tribunal d'exception, selon moi, qui est la cour d'assises spécialement composée, donc une cour d'assises sans juré, qui va juger différemment les terroristes présumés, en tout cas étiquetés comme tels. Voilà pour, en gros, cet antiterrorisme qui se reconstitue à partir de 1986 et qui devient de plus en plus préventif. C'est-à-dire qu'on passe d'un antiterrorisme réactif, qui vise à réprimer des auteurs d'attentats ou des auteurs d'actes, de passage à l'acte, à un antiterrorisme ou une répression de plus en plus préventive, qui vise à empêcher les individus de faire, de passer à l'acte, de contester, de militer, etc. Et pour finir sur la justice d'exception, il me semble qu'il y a 3 processus, 3 mouvements extrêmement importants pour comprendre la répression aujourd'hui de manière générale. Premièrement, on est passé d'une justice d'exception très limitée, incarnée par un tribunal, celui dont je vous ai parlé, à une justice d'exception qui est incarnée par un régime répressif d'exception, beaucoup plus large, incarné par des mesures policières d'exception, des mesures judiciaires d'exception, qui va toucher de plus en plus d'individus, qui a des ramifications beaucoup plus larges. Donc d'une justice d'exception finalement assez restreinte, on est passé à un système d'exception quasi généralisé. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement très important, c'est qu'on est passé d'une justice d'exception politique, qui visait clairement des ennemis politiques, à une justice d'exception dépolitisée. Si on regarde aujourd'hui, dans le discours des juges, des policiers, des gouvernants, il n'y a plus que des criminels, des délinquants et des terroristes. Où sont passés les ennemis politiques? Où sont passés les activistes? Il n'y en a plus officiellement. Donc on ne reconnaît plus le caractère politique de ce qui est commis, et donc il y a une dépolitisation généralisée de l'activisme. Et troisième et dernier mouvement, là aussi extrêmement important, c'est qu'on est passé d'une justice d'exception judiciaire, celle des juges, celle du procès, à une justice d'exception policière et administrative. Qui fait la répression aujourd'hui? Bien sûr, il y a des juges, toujours des juges, évidemment. Mais si on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence notamment, mais pas seulement, on voit que les acteurs de la répression aujourd'hui, ce sont la police, les services de renseignement, mais aussi l'administration, c'est-à-dire le préfet. Ceux qui vont perquisitionner, ceux qui vont assigner, ceux qui vont interdire de manifester. Et donc l'antiterrorisme préventif fait qu'on est passé à une justice d'exception où ce sont ces acteurs-là qui ont de plus en plus de prérogatives d'exception. On l'a vu par exemple avec la loi renseignement qui a donné énormément de pouvoir aux services de renseignement. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un système où c'est la police, les services de renseignement et l'administration qui dominent la répression et qui peut aboutir évidemment à des procès. Mais ce qui compte, à mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas tant de juger les individus que de les punir avant. C'est-à-dire de les empêcher, de les emprisonner préventivement, de les garder à vue, de les nasser, perquisitionner, assigner, etc. Merci.